Merci tout le monde. Merci d'être venus si nombreuses et si nombreux à cette première conférence qui démarre une série d'activités que la chaire Senghor de la francophonie que je dirige co-organise avec l'UCO dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs. Et la première conférence qu'on aura aujourd'hui sera donnée par le professeur Yao Asogba sur le sujet qui porte sur la cancel culture et liberté d'enseignement. Un sujet donc en apparence dichotomique, mais que Yao veut présenter d'une autre manière, d'une manière, disons, un peu plus positive. La démarche de Yao vise justement à dépassionner les débats et à donc sortir de cette vision antagonique de sujets qui, en apparence, fâchent. Pour Yao, donc, il est possible, même lorsqu'on discute de sujets difficiles, d'arriver toujours à des solutions consensuelles. Et pour cela, Yao nous dit que ça passe par la compréhension du sens philosophique, historique et sociologique de certains mouvements. C'est cela donc que va nous présenter Yao Asogba. Je présente maintenant le conférencier. Yao est un Québécois d'origine togolaise. Il a fait ses études supérieures en sociologie et en sciences de l'éducation à l'Université Laval à Québec, où il a obtenu son PhD en sociologie de l'éducation. Professeur émérite de l'Université du Québec en Outaouais, où il a été professeur-chercheur pendant plusieurs années, Yao Asogba est l'auteur de nombreux ouvrages sur l'Afrique, le Québec, sur la sociologie du français Raymond Boudon et le sociologue et théologien camerounais Jean-Marc Ella. Sans tarder donc, je vais te passer la parole, Yao. Et je rappelle, juste avant que tu commences, Yao, que le public aura droit à poser des questions, bien faire des commentaires à la fin de ta présentation. Merci à tout le monde et bonne conférence. Ma conférence va porter sur 5 points. Les nouveaux mouvements sociaux, la culture de l'annulation, la liberté d'expression et la liberté d'enseigner, commentaires, et puis je propose l'éthique de la pédagogie. La controverse autour de la culture de l'annulation donne lieu à un débat qui ne peut nous laisser indifférents. Deux postures s'opposent. La première est celle des minorités sociologiques qui, ayant pris conscience des injustices sociales, présentes et passées, mènent une lutte pour les dénoncer, à travers la culture, le langage, la persistance de ces injustices dans la société. L'université étant le haut lieu de transmission du savoir et des connaissances par des observations, des analyses et des concepts, ce type de débat se retrouve dans l'enceinte même des institutions. Certaines autorités des universités, sous couvert d'appui aux luttes pour la justice sociale, soutiennent ces actions de censure et valident à tort les accusations de racisme contre le professeur ou la professeure avant d'avoir examiné adéquatement si ces accusations sont fondées. La deuxième posture est celle des personnes qui critiquent l'acceptation de cette censure qui menace la liberté d'enseignement. Puisqu'il faut enseigner et qu'il faut apprendre, on ne devrait pas mettre en opposition morale ces deux positions. On doit plutôt chercher à comprendre chacune d'elles pour trouver un noyau de valeurs communes
pour les enseignants, pour que les enseignants enseignent et que les étudiants étudient. Tel est l'objet de ma conférence. Je décris d'abord chaque posture par ses caractéristiques. Ensuite, je propose l'éthique de la pédagogie qui permettrait de déterminer un noyau de valeurs et de normes communes pour que les enseignants enseignent. Ensuite, je propose une éthique de pédagogie qui permettrait de déterminer un noyau commun pour un vivre ensemble dans la micro-société qu'est l'université. Les nouveaux mouvements sociaux, Louis, les sociologues classiques Émile Durkheim, Max Weber et Georges Simmel ont observé que dans les sociétés des plus archaïques jusqu'aux plus modernes, il y a une demande sociale constante pour l'évolution des valeurs vers le respect de la dignité humaine. Dans les sociétés modernes, cette demande se manifeste à travers ce que Alain Touraine appelle les nouveaux mouvements sociaux. Contrairement aux mouvements ouvriers et syndical qui consacraient leur action principalement à la défense des conditions de travail et de salaire, les nouveaux mouvements sociaux se consacrent plutôt à la défense des droits culturels. Ils luttent pour l'égalité culturelle entre les minorités sociologiques et la majorité. Et exemple de mouvements sociaux, de nouveaux mouvements sociaux, le mouvement féministe, le mouvement écologique, le mouvement moi et tout, moi aussi, moi aussi, le mouvement d'appropriation culturelle et maintenant, évidemment, le mouvement la vie des Noirs compte. Maintenant, c'est quoi le cancel culture ou bien l'annulation, la culture de l'annulation? On désigne par la culture de l'annulation un mouvement qui dénonce et désapprouve publiquement ou privement une personne, une institution pour l'usage d'un mot, des paroles, d'une attitude ou d'un comportement qui serait blessant et humiliant ou amoral pour l'autre. La culture de l'annulation est fondée sur le concept pédagogique de Hawke, qui veut dire originellement l'éveil, la prise de conscience des injustices culturelles liées aux conditions de la minorité qui est dominée. En fonction de cette prise de connaissance, prendre position pour contrer ou remettre en question l'ordre social et culturel établi. L'équivalent du mot chez le pédagogue brésilien Paulo Freire est le concept de conscientisation ou la pédagogie des opprimés. Les exemples de la manifestation de la culture d'une nation, la plus connue est le cas de la professeure lieutenant Duval de l'Université d'Ottawa qui, pour avoir employé le mot commençant par N dans le cadre de son enseignement, a été suspendue par la direction de l'Université d'Ottawa sans aucune analyse du contexte. D'autres manifestations de la culture d'annulation sont
le retrait symbolique ou notoire des ouvrages dans les bibliothèques, allant même à l'autodapé des livres, l'annulation des conférences de personnages controversés, refus d'embaucher un professeur compétent en raison de l'objet et de sa recherche, ces manifestations donnent lieu des fois à des dérapages. La liberté d'expression. La liberté d'expression est une valeur fondamentale de la démocratie. Quant à la censure, elle est un problème grave sur lequel il faut rester éveillé. C'est pourquoi les critiques des manifestations de la culture d'annulation sont très acerbes. Mais dans leur discours, la morale se substitue à l'analyse du mouvement de la culture d'annulation. Les critiques saisissent alors les dérapages du mouvement pour accentuer sa dangerosité et donner une connotation péjorative au concept de Hawke, pour décrédibiliser son usage par les groupes minoritaires. Certaines revendications du mouvement d'annulation sont traitées d'obscurantisme. Je cite les deux ministres de l'Éducation du Québec et de la France qui disent à propos de ce mouvement: nous assistons trop longtemps aux dérives liées à la culture d'annulation, une idéologie et des méthodes directement importées de certains campus américains, universitaires américains, et qui sont à milieu des valeurs de respect, de tolérance sur lesquelles se fondent nos démocraties. Avec tout le respect que j'ai pour les deux ministres, cette déclaration ne nous fait ni comprendre, ni expliquer c'est quoi l'annulation de la culture. Ensuite, même s'ils viennent, ils disent que bon, que c'est un mouvement qui vient des États-Unis et qui ne sont pas fondés sur nos démocraties. Je rappelle en passant que les États-Unis sont une démocratie. Commentaire. La culture de l'annulation est un mouvement social qui est né de l'évolution des valeurs des droits de la personne, tout comme le mouvement féministe. Cette réalité sociale, on doit chercher à la comprendre, car le mouvement est irréversible. Dans cette perspective, il y a deux paramètres que les deux camps doivent prendre en considération. D'une part, par rapport aux manifestations et aux réactions par rapport à ces manifestations. Le premier paramètre est la reconnaissance de la vérité historique. Partout et en tout temps, le colonisateur, l'oppresseur, a construit des représentations du colonisé basées sur des préjugés et des stéréotypes d'infériorisation et de déhumanisation. Les manuels scolaires, les films donnent raison à cette vérité historique. Ce sont ces faits historiques que le mouvement de la culture de l'annulation dénonce. Les militants de ce mouvement, par contre, doivent faire une autocritique de leur méthode de revendication, rester vigilants face aux dérapages qui discréditent leur lutte pour la justice sociale.
Le deuxième paramètre à considérer est l'effort de compréhension des motivations et des contradictions inhérentes à chaque camp, de manière à séparer le bon grain de l'ivraie, à déterminer ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Bon, je vais donner des exemples qui montrent que la culture de l'annulation, ce n'est pas une culture, ce n'est pas seulement un mouvement qui concerne les rapports de l'Occident avec les autres peuples, mais ça se trouve à l'intérieur même de la société québécoise. Un exemple, dans les années 70, le mouvement féministe avait dénoncé les préjugés, les stéréotypes des rôles féminins et masculins dans les manuels scolaires. Depuis lors, le ministre de l'Éducation du Québec, les maisons d'édition, les bibliothèques ont commencé à désexualiser les programmes et les manuels scolaires. Deuxième exemple, le mouvement autochtone a fait passer leur appellation de sauvages à Indiens d'Amérique, puis à Amérindiens et enfin à Autochtones ou Premières Nations. Aujourd'hui, les bibliothèques universitaires, collégiales et municipales du Québec et du Canada ont reconnu ces préjugés véhiculés dans les livres et ont commencé à décoloniser les corpus indiens d'Amérique. Un troisième exemple, en 2009, le projet fédéral d'un spectacle devant commémorer le 250e anniversaire de la défaite des Plaines d'Abraham est tombé à l'eau à cause d'un vaste mouvement populaire de contestation sous l'inspiration de Pierre Falardeau. Voilà des exemples qui montrent que ce n'est pas la culture de l'annulation ne concerne pas seulement les rapports entre l'Occident et les autres sociétés. Dans les sociétés démocratiques, l'université est un lieu de haut savoir où la liberté d'enseignement est garantie et sa remise en cause doit être sans cesse combattue afin qu'un tel privilège collectif soit jalousement préservé aussi bien pour le corps professoral que pour la clientèle étudiante. Mais paradoxalement, c'est au nom des mêmes principes de démocratie que les deux postures que j'ai présentées plus haut, que ces deux postures contextent différemment certains effets négatifs du colonialisme, de l'esclavage. Chacun refait l'histoire en diminuant ou en amplifiant les effets mis en cause. Pour la cohésion sociale, au sein des établissements, il faut dépolariser le débat. Pour y parvenir, il faut que les uns et les autres prennent distance par rapport à l'enthousiasme qui ramène tout à une unique pensée. Cette prise de distance permettrait de trouver le juste milieu des choses. C'est à cet effet que je propose ce que j'appelle l'éthique de la pédagogie. L'éthique de la pédagogie. Le savoir et la connaissance sont soumis à des ruptures qui font émerger des paradigmes. Ces paradigmes indiquent de nouvelles orientations et pratiques scientifiques. Dès lors, il faut renouveler la façon d'aborder et d'interpréter
le passé et d'œuvrer à changer l'ordre social-culturel établi. L'éthique de la pédagogie que je propose s'inscrit dans la suite logique de l'analyse compréhensive de chacun des deux groupes de débatteurs qui s'opposent sur la controverse autour du mouvement de la culture d'annulation. L'éthique de la pédagogie que je propose est basée sur le respect dévolu à la dignité de la personne. Elle détermine les normes communes de régulation des demandes et des réponses entourant la culture de l'annulation. L'éthique de la pédagogie impliquerait, et j'insiste là-dessus, impliquerait l'éducation des enseignants et des enseignés à l'histoire. C'est ce que le changement de paradigme nous suggère aujourd'hui. Deuxièmement, les deux camps doivent être et aussi être éduqués à la culture générale et spécifique, comme cela se fait aujourd'hui sur les questions de sécurité et de santé. L'éthique de la pédagogie garantirait la liberté d'enseigner et la liberté d'étudier dans un contexte du dialogue pédagogique. Chaque université pourrait mettre sur pied un comité de l'éthique de l'enseignement qui définirait les grands principes autant que les pratiques d'une pédagogie de l'enseignement, d'une éthique de la pédagogie. Conclusion de ma présentation, ma conférence n'a pas pour but de résoudre les problèmes du mouvement de la culture de l'annulation, ni des réactions vis-à-vis de ces manifestations. Mon objectif a été de comprendre les bonnes raisons des deux camps de manière à trouver un consensus possible pour le renouvellement sans cesse de l'enseignement. J'espère humblement qu'elle aura contribué, parlant de ma conférence, qu'elle aura contribué à apaiser nos angoisses à ce sujet. Merci. Merci beaucoup, Yao, pour ce brillant et succinct exposé. Si vous le permettez, je vais tout de suite ouvrir donc le débat. Je vois Mario John. Monsieur John, vous pouvez prendre la parole. Merci. Alors, bonjour Yao. Je suis un de tes disciples parce que t'as supervisé ma maîtrise en travail social. Donc, je suis content que tu es bien vivant et en pleine forme. J'aimerais souligner le fait que ce que tu proposes aujourd'hui, il y a un monsieur Samak, je ne sais pas si je prononce comme il faut son nom, là, Kwesi Samak, qui a proposé des chartes d'obligation à la fois pour le corps enseignant et pour les étudiants. Ça rejoint un peu ce que tu dis là, comme un comité d'éthique qui pourrait définir des principes. Moi, je pense que ça serait une obligation parce que dans le dernier cours que j'ai donné, j'ai eu ce problème-là. Je pense qu'il faut que ça soit très concret et basé sur des comportements. Parce que la notion de micro-agression que tu as
n'en as pas parlé, mais qui est très présente dans les cours, pour moi, me pose de gros problèmes parce que quand on est micro-agressé, ça devient difficile, de dialoguer, deux, de se faire écouter. Et en plus de ça, ce qui est arrivé aussi dans mon cours, c'est qu'il y a des étudiantes dans la classe qui ont interpellé un petit groupe d'étudiantes de la mouvance woke que tu dis. Donc, ce n'est pas juste entre les enseignants et les étudiants, c'est aussi entre les étudiants qui débattent et que d'autres étudiantes se sentent exclues par des groupes d'étudiants. Donc, la question est pas mal complexe. J'aimerais ça t'entendre là-dessus, sur ce que je suis en train d'exprimer très globalement, parce que je ne veux pas trop prendre de place. Là. Sûrement d'autres personnes ont des questions et des commentaires. Je m'arrêterai là. Et merci beaucoup pour ta conférence là, et pour tout ce que tu fais encore. Un gros merci. Merci, M. John. Est-ce qu'il y a autre qui voudrait répondre à cette question avant qu'on en prenne une autre? Oui. Et merci, Mario, pour le cas concret que tu viens de donner. Mais comme il y a des règles à l'université pour les étudiants de se comporter en classe, il va falloir que on mette sur pied des règles. C'est ça que j'appelle l'éthique de la pédagogie, pour que les étudiants respectent ça. Je pense, ça c'est le dérapage de la culture d'annulation. Mais il faut définir comme on ne doit pas tricher dans l'examen qu'on fait, on ne doit pas manger en classe. C'est la même chose qu'il faut faire, comment j'appelle, des règles communes. Bon, par rapport aux micro-agressions, et c'est très grave, mais ce n'est pas la première fois qu'il y a des micro-agressions dans les universités. Il y a eu des micro-agressions par rapport au marxisme-léninisme. Je viens de lire la biographie de Guy Rocher et il dit dedans qu'il a été victime. Et pas seulement, c'est pas des étudiants là. Parce que lui, quand il est arrivé, il est venu de France, lui, son directeur de thèse, c'est Talcott Parsons, qui est fonctionnaliste. Alors qu'à l'époque, c'était le marxisme qui importait. Et il le dit, il a souffert de ça. Le micro-agression de ses collègues. Bon. Et dans cette affaire aussi, et je suis surpris que on ne parle pas d'intelligence cognitive et d'intelligence émotionnelle. Donc, il faut tenir compte de tout ça pour faire une règle. Pour que les gens et les étudiants se conforment à ça. Alors que jusqu'ici, tout ce qu'on fait, c'est que on condamne ça, on ne comprend pas pourquoi, on diabolise les gens qui ne permettent pas de comprendre à la fois nous qui défendons la liberté d'expression et le mouvement de la culture d'annulation. C'est ce que j'ai essayé de faire. Je ne sais pas si je réponds à ta question, Mario. Oui.
c'est parce que ça revient à ce que tu disais là, concernant là, une éthique de la pédagogie. Je pense qu'il va falloir mettre sur pied un comité. Là. Je ne sais pas si... j'ai déjà proposé ça à madame, là, je ne me rappelle plus de son nom, là, qui est directrice du département en travail social. Là. Donc, puis je vais proposer ça à M. Éric Langlois. Là. Donc, alors, je pense qu'il faut même mettre un contrat qui soit dans les plans de cours. Moi, je suis rendu là, où on s'interpelle mutuellement, c'est-à-dire que les étudiants peuvent nous aider aussi parce que moi, je ne suis pas parfait non plus, alors peut-être que je dis des choses qui les blessent, c'est correct de se faire interpeller. Et d'autre part, les étudiants aussi s'engagent. Tout ça, à mon avis, puis là, je relance une autre question, est-ce qu'on ne traite pas les étudiants comme des étudiants? Sortir du mot pédagogie et travailler plus en andragogie, c'est-à-dire de traiter les étudiants comme des adultes, OK? Et des adultes responsables. Puis, est-ce qu'on prend trop les étudiants comme des enfants encore? Ça me questionne, OK? Et voilà. Alors, ça, c'est un autre questionnement, là, mais qui rejoint toute la notion d'éthique andragogique, c'est-à-dire la capacité d'apprendre ensemble. Ce n'est pas juste d'enseigner, c'est que les étudiants aussi peuvent nous enseigner. OK? Et moi, je suis pour le dialogue. Si tu parles de Paulo Freire dit c'est par le dialogue et tout le monde peut apprendre dans le processus de conscientisation, autant les enseignants que les enseignés. Ça, c'est ce que dit la pédagogie des apprenants. Ce qui fait que pour moi, on n'apprend pas tout seul, on apprend ensemble. Et à un moment donné, il va falloir... en tout cas, pour moi, là, laisser de côté les notes, faire en sorte qu'on apprenne ensemble, qu'on soit une communauté d'apprenants. Ça, je suis rendu là, moi, là. Alors, si tu peux réagir à ça, mais là, je sais qu'il y a peut-être d'autres monde qui veulent parler. J'arrête là. Merci, M. Dion. Si tu permets, Yao, on va prendre une autre question et tu pourrais toujours ouvrir une brèche pour... reprendre la réflexion que vient de faire M. Dion. Ça va nous permettre de rationaliser un peu le temps et de permettre de façon démocratique à tous et toutes celles qui veulent intervenir de pouvoir prendre la parole. Est-ce que ça te va comme ça? Donc, je vais passer la parole à M. Alain Vixamar. OK, excellent. Donc, salutations premièrement à M. Yao. J'ai beaucoup apprécié votre conférence. Mon propos va être plutôt une réaction. En fait, donc, qu'on parle de l'éthique de la pédagogie, si je me permets de faire le parallèle, je pense que l'éthique de la pédagogie s'appuie premièrement sur une posture de sensibilité culturelle. Donc, qu'on soit dans un contexte académique ou non, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est de préparer le terrain. Donc, c'est d'encadrer ce genre de discussion avant, durant et après. En tant que travailleur social, lorsque je fais une intervention auprès d'un élève ou d'un étudiant, peu importe, particulièrement lorsqu'on va aborder des sujets sensibles, je pense que justement, concrètement, lorsqu'on parle de la pédagogie ou de la sensibilité culturelle, lorsqu'on s'apprête à aborder un sujet qu'on sait peut être chargé d'émotions, il y a une responsabilité de la part de l'adulte ou de la personne qui va avoir cette discussion, d'encadrer la discussion, donc de préparer le terrain. Et pour moi, concrètement, c'est là où je fais le parallèle, où ce que concrètement, qu'on parle de pédagogie, ça veut dire quoi? C'est justement au niveau de l'encadrement. Donc, c'était la réaction que je voulais partager avec le groupe. Merci. Merci, M. Vixamar. C'est plus une réflexion qu'une question, mais tu pourrais toujours rebondir là-dessus, Yao, si tu le permets. Je vais donner la parole à Audrey Rousseau. Oui, bonjour. Alors, tout d'abord, j'espère que vous m'entendez bien. Bonjour, professeur Assangba. Merci beaucoup pour la présentation, pour les idées que vous proposez dans cet espace-ci de réflexion. Et merci aussi aux collègues Loum
et à toutes les personnes présentes. Alors, je vais essayer d'être rapide et de circonscrire un peu ma question, en fait, à savoir comment adresser, donc, dans cette pédagogie, éthique de la pédagogie, les disparités de pouvoir. Hein? Vous avez référé à prendre conscience de la très longue histoire, si on peut dire, de l'oppression vécue par les personnes afrodescendantes, pas seulement au Québec, au Canada, mais bon, dans les Amériques et ailleurs dans le monde. Donc, le racisme anti-noir en particulier, qui est toujours bien insinueux et qui se glisse un peu partout, comme forme particulière de racisme, qui s'est exprimé notamment dans notre institution il y a quelques années de cela, pour rafraîchir la mémoire à tout le monde qui y était. Et puis, donc, des luttes, hein, donc, qui sont menées à la fois par les personnes qui ont été historiquement opprimées. Donc, je vous enseigne rien, professeur Assangba, mais j'aimerais donc vous entendre sur cette idée, parce que l'institution universitaire a une très longue histoire aussi de reproduction de ces savoirs coloniaux qui ont servi justement à opprimer, à museler et à servir et voire même à annihiler les vies humaines. Si on parle d'idéologies qui ont mené évidemment à toutes sortes de régimes oppressifs et totalitaires. Donc, à savoir, est-ce que ce type de, par exemple, comité de discussion créé à l'interne créerait, si on peut dire, une certaine bureaucratie officielle, disons, un nouveau comité qui va gérer le vivre ensemble et qu'on ne tomberait pas à ce moment-là dans une forme aussi de, si on peut dire, de point aveugle par rapport ou de zone grise par rapport justement à ces systèmes de domination qui persistent dans notre institution. Moi, en tant que professeure blanche, vraiment avec un statut privilégié, tout ça, lorsque j'aborde, je fais écho un petit peu à ce que M. Vixamar a évoqué, à cette responsabilité qu'on a lorsqu'on aborde des sujets sensibles, surtout lorsqu'on ne fait pas partie du groupe qui a longuement vécu ces situations d'oppression. Comment est-ce qu'on fait finalement pour s'en sortir collectivement et ne pas reporter ça sur les épaules des individus, notamment des professeurs, mais aussi des étudiants, des étudiantes? Donc, bref, j'aimerais vous entendre sur cette idée de disparité de pouvoir dans l'institution universitaire et notamment à l'UQO ou dans le système québécois ou canadien. Je vous remercie à l'avance pour vos réflexions. Merci. Audrey Yao, est-ce que tu voudrais répondre? De répondre là. Bon, d'abord, pourquoi, je vais poser une question, hein. Pourquoi il n'y a pas le mois de l'histoire des Blancs? Pourquoi? Donc, ça veut dire qu'il y a une condition noire. Maintenant, dans ma pédagogie, je dis que avec le nouveau paradigme qui est né, il faut l'éducation à l'histoire. L'éducation à l'histoire, pour que les gens comprennent. On se comprend mutuellement. Ça, c'est la première chose. Et la pédagogie, l'éthique de la pédagogie, ça implique, comme je dis, une définition des normes communes. Et c'est comme si l'université ne peut pas établir des règles pour refuser qu'il y a des mots qu'on ne peut pas prononcer. Autrement dit, l'attitude de certains militants, pourquoi l'université ne peut pas encadrer ça? On a encadré comment on appelle ça là, les harcèlements sexuels, on a encadré le harcèlement psychologique. Alors, il faut faire ça. Bon, et en comprenant l'histoire, on peut relativiser les choses. Moi, si j'avais à enseigner sur le mot nègre, je vais donner l'histoire de ce mot-là, qui, au cours des années, a pris plusieurs significations. Senghor et puis Aimé Césaire ne parlent pas de nègre de la même façon que les esclavagistes américains.
donc je ne sais pas si je réponds à votre question, c'est l'encadrement des gens. Ça a été la même chose pour le marxisme. Il faut qu'on encadre les étudiants et il faut qu'on sensibilise les profs aussi. Bon, une réflexion que je fais, c'est que moi, je pense, je ne suis pas pour qu'on supprime le mot nègre dans les ouvrages. Mais quand j'appelle quelqu'un de nègre, il faut que j'explique avant. Et je me dis aussi, si, par exemple, on maintient comment on appelle ça là, on maintient et on n'enlève pas le mot nègre dans les ouvrages, on ne peut même pas le faire. Et mais je me demande pourquoi les gens tiennent tant à parler de nègre. C'est la question que je me pose. On met et tout ça, on dit non, c'est le fait que on s'oppose à ce qu'on nous empêche de prononcer un mot. Mais pourquoi? Bon, et ça c'est le pouvoir empêcher. Un autre exemple que je vais prendre et qui n'est pas du tout dans le thème de domination et de colonisateurs et de tout ça là. Nous critiquons aujourd'hui l'Église catholique. C'est le passé. L'Église catholique nous a dominés. Je dis nous parce que moi j'ai pas vécu ça, mais je dis nous parce que je me considère comme un Québécois. L'Église, moi, mes amis, tout ça, ils ne veulent rien savoir de l'Église. L'Église nous a fait ci, l'Église nous a fait ça. C'est le pouvoir entre les chrétiens et puis les choses. Mais aujourd'hui, on commet ça. Il ne faut pas limiter. Et c'est pour ça que on relativise l'enseignement religieux. On parle d'éthique, on parle pas de religion. C'est la même chose. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Hein? Et puis, il y a des douleurs dans l'histoire de la colonisation. Moi, personnellement, je ne vois pas pourquoi le roi Léopold, qui a coupé les bras des Congolais, parce qu'il ne récolte pas beaucoup de VA pour le pneu, c'est atroce. Ça rappelle vraiment un passé dur, comme le cas des autochtones. Donc, il faut relativiser le mouvement de l'annulation culturelle. Ce n'est pas seulement un mouvement qui vient des Noirs américains. Voilà comment je peux répondre à ça. Et ne pas donner le pouvoir aux étudiants. Je vous remercie. Je voulais juste souligner un élément, je pense, qui est fondamental dans la poursuite de cette conversation, c'est la position occupée, la positionnalité, là, cette idée de on est à l'intersection de quel, justement, groupe de pression par rapport à notre identité. Qui peut dire quoi? C'est-à-dire que je pense que vous l'aviez bien évoqué avec l'exemple que vous avez donné, les exemples que vous avez donnés. Donc, c'était juste pour... merci beaucoup. Merci Audrey. Je vois... Merci aussi Yao pour la réponse. Je vois Julien qui lève la main. Julien. Dans votre éthique de la pédagogie, vous proposez de revoir l'histoire. Je pense que la plupart des universitaires sont ouverts à une critique de l'Église catholique romaine, de l'Occident, puis la violence est indéniable. On parlait de Léopold, de Saxe-Gotha il y a un instant et sa violence au Congo.
Cependant, l'histoire autre n'est pas toujours la bienvenue parce qu'évidemment, les Blancs, les Occidentaux n'ont pas le monopole de la violence et de l'oppression. Ça, c'est d'une part, est-ce que toutes les histoires devraient être racontées? Et d'autre part, M. Dion et Mme Rousseau ont évoqué un comité pour parler de la culture de l'annulation. Il y a le comité Cloutier qui a été mis en place par le gouvernement sur la liberté académique. Qui a fait un rapport de 71 pages que j'ai lu. Le gouvernement n'a pas encore fait de loi par rapport à ça. J'aimerais vous entendre sur votre réaction par rapport, je ne sais pas si vous avez lu le rapport ou des résumés, mais votre réaction par rapport à ça, cette intervention gouvernementale-là pour encadrer la liberté universitaire. Merci. Merci, Julien. Est-ce que Yao, tu peux répondre à cette question? Oui. Bon, je n'ai pas lu le rapport. Mais j'ai lu les commentaires dans les journaux et tout ça là. Et ce que je trouve contradictoire, c'est de légiférer pour la liberté d'enseignement. Je ne comprends pas. C'est de légiférer pour la liberté d'enseignement. Alors qu'à l'intérieur de l'université, les universités peuvent mettre des règles. Tout comme il y a le comité de la recherche. On ne peut pas faire la recherche sur n'importe quoi. Bon, maintenant, on veut légiférer, faire une loi pour la liberté d'expression. Ben, c'est que on pense que l'élève, l'étudiant, lui, il n'a pas de liberté. Est-ce qu'on va légiférer pour que les étudiants aient la liberté de prendre? Moi, je pense que c'est à travers, c'est le refus de comprendre l'histoire. C'est ça. Jusqu'ici, dans ce débat-là, ce sont l'association, les intellectuels québécois pour l'indépendance. Ce sont eux qui ont essayé d'analyser le problème, de ne pas prendre ça comme une opposition entre noir et blanc. Mais quand on dit que l'Occident n'a pas le monopole de la violence, je m'excuse, mais partout où l'Occident a passé, partout, même ici, avec les autochtones. Et quand on parle de ça, il y a d'autres qui disent on fait du racialisme. C'est pas du racialisme, c'est un fait social. C'est un fait historique. Que ce soit en Australie, aborigène, que ce soit en Amérique, que ce soit en Afrique, c'est un fait historique qu'on doit admettre. Voilà la question que... voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, tout à fait, mais j'exclus nullement là, cette violence-là qui est évidente, documentée, comme vous dites, c'est un fait social factuel. C'est plus le fait qu'il y a aussi d'autres histoires qui existent. Là. Je veux dire, le fait de dire que les Orientaux ont fait la traite des Noirs d'Afrique ne rend pas moins horrible la traite africaine transatlantique. Là, c'est certain. Mais c'est dans cette culture d'annulation-là, certains ne veulent pas entendre qu'il y a d'autres histoires d'oppression, mais ce n'est pas pour dire que les Occidentaux ou les Européens n'ont pas utilisé la violence. C'est juste qu'il y a, en effet, l'histoire universelle et elle est large. Puis c'est pour ça, dans votre éthique de la pédagogie, c'est-à-dire former les gens à l'histoire. On voit aux États-Unis, certains ne veulent pas que l'histoire des Noirs américains soit enseignée. Ça, je suis absolument contre ça. Mais certains, par exemple, je pense en France, des fois ne veulent pas entendre l'histoire de la Shoah ou ne veulent pas entendre justement la traite, les 1300 ans de traite des Africains vers l'Asie, vers le Moyen-Orient. Ça, c'est un exemple. Mais c'est nullement pour minimiser la violence des Européens. Mais c'est juste que
Ce que je dis, c'est que la culture d'annulation est là aussi. Merci. Merci, Julien. C'est très bien entendu. Oui. Les crimes restent des crimes et il ne faut pas les hiérarchiser. C'est ça. Oui. Et est-ce que tu permets, Yao, oui. qu'il ne reste pas beaucoup de temps, je vais passer la parole à Otilia. On va prendre deux dernières questions et tu pourras, Yao, justement, en répondant à ces questions, merci beaucoup. À la conclusion. Otilia, merci beaucoup. Oui. Avant tout, je suis tout à fait d'accord avec Yao, la position de Yao. Les faits historiques, il faut pouvoir les nommer pour pouvoir les étudier, les comprendre et ne pas répéter des problèmes de l'histoire. Il faut pouvoir les nommer, absolument. Et moi, par rapport à une petite mention qu'a fait Audrey, je vais aussi dire qu'on ne peut pas résoudre un problème de racisme avec un nouveau racisme. Et ça, c'est par rapport à toute la question maintenant qu'on parle, qu'on entend, qu'on écoute des privilèges blancs. À la place de pouvoir réfléchir, penser, nous projeter dans le futur, on crée une nouvelle division encore, et ce n'est pas tous les blancs qui ont été racistes ou qui sont racistes, et ce n'est pas toutes les sociétés blanches qui ont oppressé des autres. Et il y en a aussi, et comme notre cher Simon de Beauvoir l'avait dit, l'oppresseur ne serait pas si fort s'il n'avait pas la collaboration de quelques opprimés. Malheureusement, c'est comme ça que ça arrive. Donc, nommons l'histoire, nommons les faits, puis allons de l'avant sans nous diviser entre nous encore plus. Alors, il n'y a pas de question, je voulais simplement dire ça. Merci Yao, merci Eloum. Merci, merci Otilia. Est-ce qu'il y a une autre dernière question que l'on prendrait? Et on laisserait par la suite Yao y répondre et de procéder à la conclusion. Est-ce qu'il y a une autre question? Je ne vois pas de main qui se lève. Est-ce que Yao, tu aimerais revenir sur toutes ces questions et procéder à la conclusion de la conférence? Je prendrai par la suite la parole pour vous dire ce qui va venir par la suite. Yao. Ok, alors, comme je dis, ma conférence, c'est la compréhension des deux camps et le dialogue. Comme dit Madame Aline, hein, c'est ça? Bon, c'est le dialogue. Ma conférence n'est pas pour dire que je suis contre je suis contre ma conférence, c'est que il faut préserver la liberté d'enseignement et l'université peut le faire. Deuxièmement, je ne défends pas le mouvement de l'annulation. J'essaie de comprendre pourquoi ça existe. Et dans tout mouvement, il y a des radicaux. Dans tout mouvement, il y a des radicaux. Alors, il ne faut pas que on prenne les radicaux pour généraliser. Dans la grève, là, que les motos les camions de la liberté font, il y a des extrémistes. On a même peur de Rambo. Donc, et on réduit la question, un mouvement, on réduit ça seulement aux gens de l'extrême gauche et de l'autre côté, on réduit à l'extrême droite. Quand on traite un mouvement, à lieu de comprendre, on dit que c'est l'obscurantisme. Comment c'est l'obscurantisme? Quand on restitue l'histoire. Donc ma conférence, ce n'est pas, je suis pour, comment on appelle, la liberté académique. Moi j'ai enseigné et je n'aurais pas aimé que, comment on appelle, qu'on me prive d'enseigner. Mais je dis, ce mouvement-là existe, d'annulation. Ce n'est pas en critiquant
à ne chercher pas à comprendre qu'on va résoudre le problème. C'est ça mon intention, c'est de dire que il y a moyen de dialoguer. Il y a moyen de dialoguer, de parler et d'éduquer à l'histoire. Sinon, je ne comprends pas l'autre. Et jusqu'ici, comme je dis, il y a seulement les intellectuels québécois pour l'indépendance qui ont traité ce sujet-là en essayant de comprendre l'un et l'autre camp. Mais avec tout le respect que j'ai pour les deux ministres, la déclaration là ne permet pas de dialogue. Et les ministres, ils sont censés nous donner l'exemple. Cette façon de faire ne permet pas le dialogue. Et je dis, on doit donner la liberté aux étudiants, mais encadrer ça. On ne peut pas faire la pédagogie en oubliant l'un des acteurs qui sont dans la relation pédagogique. Et on a encadré beaucoup de choses à l'université. Voilà la conclusion que je ferai pour résumer mon intention, c'est d'ouvrir le débat. Ouvrir le débat. Dans une société, c'est par le dialogue que l'on finit les choses. La guerre finit par le dialogue. La grève finit par le dialogue. Quelle guerre s'est terminée sans le dialogue? C'est ça qui fait qu'on a une cohésion sociale. Merci, belle conclusion, Yao. Et d'ailleurs, Churchill, à qui tu empruntes cette expression que toutes les guerres se terminent autour d'une table, disait que si on savait que ça allait se terminer autour d'une table, autant commencer par là. Et je pense que celui à qui on doit la définition de la liberté d'expression dans sa façon la plus approfondie et la plus élaborée, Spinoza, lié justement à la liberté d'expression, à la liberté d'enseignement. Il disait que je considère que toute société est démocratique lorsqu'elle donne à ses gouvernés la liberté et la liberté d'enseigner la liberté. Mais il ajoutait ceci, que la liberté ne va pas sans responsabilité parce que, disait-il, il peut arriver que dans l'exercice de cette liberté, Sa Majesté, et il faut mettre à la place de la Majesté n'importe quelle citoyenne ou citoyen, pourrait être affecté par une parole ou par un acte. Même s'il n'est pas possible d'enlever cette liberté, disait-il, il serait tout aussi pernicieux de l'accorder en toutes circonstances. Et voilà pourquoi la loi ne va jamais sans l'éthique. Et c'est à cette réflexion éthique que tu nous invites aujourd'hui, Yao. Un dernier exemple, je le dis souvent à mes étudiants dans le cours de liberté, d'éthique justement, qu'à 3 heures du matin, seul dans votre chambre, avec une connexion haute vitesse et votre ordinateur, vous n'avez pas de code d'éthique, vous n'avez pas de code pénal, vous ne regardez pas le code criminel. Il n'y a pas de gendarme ou de magistrat qui vous disent c'est là que s'arrête votre liberté. La seule question que vous vous posez et qui est justement un frein éthique à votre liberté légale, c'est est-ce que ce que je suis en train de faire, j'aurais voulu qu'on me le fasse à moi, à ma mère, à mon père ou à ma sœur. C'est à cette réflexion éthique que tu nous invites justement, Yao. Et voilà pourquoi j'ai très bien apprécié les 2 mots que tu lis, pédagogie et éthique. Et je vais, si vous le permettez, pour ne pas prolonger ce débat-là qui est très passionnant et qu'on aurait pu tenir pendant des heures et des heures, je vais donner à Madame Muriel Laberge. Charité bien ordonnée commence toujours par soi-même, mais là, elle finit par soi-même. À Madame Laberge, donc la rectrice, de donner le mot de la fin. Merci. Et s'il vous plaît, avant de donner la parole à la rectrice, je vais vous donner un exemple. Une fois, dans un cours, on m'a remis un travail,
une haïtienne, et je lui ai donné une mauvaise note. Elle m'a traité de raciste. Bon, c'est où le paradoxe? Elle me dit que moi je suis raciste. Alors que j'ai donné tout le temps, quand je corrige, je dis pourquoi. Bon, alors, elle m'a traité de raciste. Puis Luc Lacroix, qui était un ancien collègue et un ami, il dit, Yao, c'est toi qu'on traite de raciste avec un noir, avec une étudiante noire qui te traite de raciste. Donc, il faut, je donne cet exemple pour montrer l'absurdité de certaines affaires. Bye bye. Je m'excuse, Madame la rectrice, d'avoir coupé la parole. Et il n'y a pas de faute, Yao, parce qu'on s'abreuve à tes paroles et on le ferait sans fin tellement c'est intéressant et enrichissant. Et je suis tellement contente que tu acceptes, année après année, notre invitation de venir partager tes réflexions qui nous font grandir. Fait que c'est à toi que l'on doit remercier et c'est à toi que je dois m'excuser de couper la parole et de mettre fin à cette belle activité. C'est sûr que je ne peux pas mettre fin sans aussi mettre un peu mon grain de sel parce que on n'a pas invité Yao parce qu'il tient le même discours ou que nous allégeons ou adhérons au discours de Yao. Mais sachez, puis quand il y a eu toute la polémique à l'Université d'Ottawa, que j'ai quand même fait des sorties pour dire qu'effectivement, on est entièrement des défenseurs de la liberté académique et de la liberté d'expression, mais toujours dans le respect des autres. Et c'est ce qui a été soulevé, même si je suis arrivée en retard, je suis désolée, Yao, c'est ce qui a été le fond de ton message, la pédagogie et l'éthique. Pour moi, c'est la liberté, mais le respect. Et si on a cette liberté aujourd'hui, c'est parce qu'on est arrivé à respecter les droits de chacun qui nous a créé cette liberté. Sachez que c'est loin d'être terminé, toutes ces discussions, et je suis entièrement d'accord que ce n'est pas une loi qui va nous aider, c'est plutôt le dialogue. Et pour ce faire, on a Stéphanie Demers, notamment avec l'équipe du Centre de soutien et d'innovation en pédagogie universitaire qui vont offrir au mois de mars un atelier sur comment aborder les sujets sensibles. Et aussi, on a des discussions à la commission des études pour justement mettre en place éventuellement un comité pour discuter de la liberté académique et de la liberté d'expression. Donc, ce n'est pas un débat que l'on fuit, au contraire, et on veut le nourrir par le dialogue pour en faire de nous une université plus forte, mais une université qui, en fait, son nom le dit, un univers de pensée, un univers de différence, un univers d'ouverture. Et on sera là au rendez-vous pour continuer ce débat, ou plutôt ce dialogue. Merci infiniment, Yao. Et je suis certaine que tous les gens qui participent se joignent à moi pour te remercier chaleureusement. Merci Madame Laberge. Avant de finir, je voudrais juste vous annoncer donc les 2 prochaines conférences que nous tenons donc prochainement. La prochaine conférence aura lieu donc le 15 février, toujours dans le cadre de l'histoire du mois des Noirs et de la collaboration entre la chaire Senghor de la francophonie et l'UQO. Elle portera cette fois-ci sur la négritude, le métissage et la civilisation de l'universel de Senghor à Aimé Césaire et sera donnée par M. Jean-Marie Bézard, un ancien étudiant justement de Gaston Berger.
La prochaine conférence aura lieu le 23 février, qui portera cette fois-ci sur un sujet rarement abordé, sur le matriarcat et le patriarcat, la place et le rôle des femmes noires dans les mondes noirs. Pour vous dire comment c'est complexe, hein? Le noir n'est pas singulier, il est pluriel, et les mondes des noirs sont aussi pluriels. Donc, ce sera un sujet qui sera justement débattu par Madame Pendambao, historienne et qui est représentante donc du chef de l'État du Sénégal à la francophonie, et ce sera le 23 février. À la même heure, je vous invite donc à venir nombreuses et nombreux assister à ces prochaines conférences virtuelles. Cela met fin donc à notre rencontre d'aujourd'hui. Encore un grand merci Yao pour cette réflexion éthique qui continuera à nous trottiner les neurones pendant toute la journée. Merci beaucoup à vous.